Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de ce vendredi. Nous reviendrons sur les violents orages hier soir sur une grande partie du pays. Des pluies violentes, de la grêle et de fortes rafales de vent. L'alerte orange a été levée sur l'ensemble des 55 départements, mais une nouvelle vigilance concerne ce soir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Des peines de 1 à 3 ans de prison ferme ont été prononcées aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Pontoise. Elles concernent les 10 premiers prévenus dans les affrontements contre des policiers à Villiers-le-Bel en 2007. La nouvelle TVA dans la restauration est-elle répercutée sur l'addition des tables de vos vacances? Eh bien, pas toujours et même pas souvent. Le gouvernement le regrette et souhaite que tout cela progresse. Nous entendrons les explications des restaurateurs. À l'étranger, un nouveau regain de tension en Iran. L'opposition a retrouvé la rue et l'ex-président Rafsanjani réclame la libération de toutes les personnes interpellées depuis le scrutin du 12 juin dernier. Nous ferons le point sur la situation un mois après le début des événements. 800 élèves du bac français d'Île-de-France vont se voir octroyer de nouvelles notes dans les heures qui viennent. À l'origine de tout cela, une erreur de saisie informatique. Plusieurs parents d'élèves s'étaient plaints des notes anormalement basses de leurs enfants. Enfin, le Tour de France, et c'est l'Allemand Heinrich Hausler qui remporte la 13e étape dans les Vosges entre Vittel et Colmar. L'Italien Rinaldo Nocentini conserve le maillot jaune. La vraie bagarre entre leaders est attendue pour dimanche. Merci d'être avec nous. On commence donc par ces intempéries qui ont touché plusieurs régions hier soir. Météo France avait bel et bien prévu l'intensité des précipitations qui sont abattues sur l'Auvergne, la région parisienne, la Picardie ou encore les Pyrénées-Atlantiques. Des orages violents, de la grêle, des averses et de fortes rafales de vent. On fait point sur tout cela avec Sophie Rodier et Arnaud Jacques. En quelques minutes, une déferlante de grêlons. Un orage bref et intense s'abat sur ce village des Hautes-Pyrénées. C'est arrivé à une vitesse, 5 minutes avant j'étais dehors quoi, tout allait bien. Et d'un coup le vent... Un peu plus tard, c'est la commune d'Orançon qui est frappée. Les grêlons tombent en rafale, provoquant d'importants dégâts sur les toitures. Le maire constate l'ampleur des destructions. Non, mais le problème, c'est qu'on a appelé les pompiers, ils m'ont dit pas avant 1h du matin. Donc j'ai fait intervenir le cabinet du préfet, ils vont arriver. Météo France avait prévenu 48 départements en alerte orange. Ceux du sud-ouest ont été particulièrement touchés. Et pourtant, certains ont été surpris, comme ici à Auge-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques. La grosseur des grêlons qu'on peut imaginer, hein, pour faire des trous comme ça. Presque tous les toits de la commune ont été endommagés. Cette usine d'eau minérale n'a pas été épargnée. Un plafond constellé d'impact. Avec l'ensemble des pompiers, on travaille pour qu'il n'y ait pas d'impact et qu'on puisse continuer à servir nos clients. Jusqu'à ce matin, les pompiers ont multiplié les interventions. À Paris, vers 22 h, certains habitants ont d'abord cru à un feu d'artifice. Puis tout à coup, la pluie pendant 15 minutes. Bien sûr, il y a quelques dégâts. Le vent a décapité l'arbre. Il n'est pas tombé d'un coup, il est tombé doucement, mais il a tout cassé. Des dommages matériels, mais aussi 9 blessés légers, dont une femme âgée de 80 ans qui a été hospitalisée. Bilan plus lourd en Picardie, où 2 campeuses ont été sérieusement blessées par des chutes d'arbres. Le choc à Saint-Privé maintenant dans l'Yonne. Hier après-midi, 2 jeunes filles ont été tuées après avoir été fauchées par une voiture sur le bord de la route. Les victimes, âgées d'une quinzaine d'années, effectuaient une marche avec un camp de scouts. Lionel Feuerstein et David Fossard. Elles voulaient se retrouver entre scouts une dernière fois. Organiser une cérémonie, un hommage à leurs 2 amis disparus la veille. Aux côtés des adolescentes, unies dans la douleur, quelques parents et moniteurs. Après l'office religieux, tous avaient du mal à cacher leur émotion. C'est effectivement dur pour tout le monde. Les parents étaient là et on a essayé de les soutenir par nos prières, notre présence et notre amour. Les 2 scouts ont été fauchés hier après-midi au bord de cette route. C'est un jeune conducteur qui était au volant. Un garçon de 18 ans, il a obtenu son permis en avril. Face aux gendarmes, il a expliqué avoir eu une absence, sans doute liée à une maladie proche de l'épilepsie. Selon le maire du village, le jeune homme suivait un traitement. Il a eu un malaise. Il me dit d'ailleurs ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Quand il s'est retrouvé dans sa voiture et qu'il est sorti de la voiture, il ne savait pas qu'il avait provoqué cet accident-là.
Le conducteur a été soumis à un premier alcotest. Il est négatif. Ses analyses sanguines sont attendues pour la semaine prochaine. En tout cas, ce soir, le jeune garçon est devant un juge d'instruction qui devrait le mettre en examen pour homicide involontaire. Justice avec la décision du tribunal correctionnel de Pontoise dans l'affaire des affrontements de Villiers-le-Bel en novembre 2007. Une centaine de policiers avaient été à l'époque blessés par des tirs d'armes à feu et des jets de projectiles. 10 jeunes comparaissaient. Ils ont été condamnés à des peines de 1 à 3 ans de prison ferme. Dominique Verdaillan et Vincent Barral. Une arrivée plutôt décontractée de quelques-uns des prévenus, comme si tout cela n'était que formalité. Quelques minutes plus tard, l'ambiance est tout autre pour leurs proches. 7 d'entre eux viennent d'être arrêtés à l'audience. Direction la prison, les peines s'échelonnent de 1 à 3 ans ferme. 15 mois, le procureur avait demandé, ils les ont tous mis en mandat de dépôt. Elle a donné une peine plus élevée que le procureur, vous trouvez ça normal? Ah bah oui, il regrette. Mais bon, c'est trop tard pour regretter. C'est fait, hein, faut assumer. Hein. Et il assume. 25 novembre 2007 à Villiers-le-Bel, 2 adolescents sont tués dans la collision de leur moto avec une voiture de police. Durant 2 jours, jeunes et policiers vont s'affronter. Tirs d'armes à feu, jets de projectiles, un commissaire roué de coups, des bâtiments publics et des commerces incendiés. Des violences urbaines qui débouchent aujourd'hui sur des condamnations trop lourdes selon la défense. C'est un jugement effectivement exemplaire, mais c'est un mauvais exemple. Parce que on est certes sur des violences sur agents de la force publique, mais encore une fois, on a jugé aujourd'hui qu'un faible échantillon de l'ensemble des émeutiers. En fin d'année, 5 autres jeunes seront jugés aux assises. Ils comparaîtront pour tentative de meurtre sur les forces de l'ordre. Justice toujours, sachez que Youssouf Fofana, récemment condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre d'Ilan Halimi, a décidé de faire appel de sa condamnation. Le nouveau procès devrait avoir lieu d'ici à quelques mois. Il sera donc jugé avec les 18 autres accusés pour lesquels le parquet a fait appel. À Marseille, l'effondrement de la scène en cours de montage pour le concert de Madonna a coûté la vie à une 2e personne aujourd'hui. 2 morts et 8 blessés toujours hospitalisés. C'est désormais le dernier bilan de la catastrophe. Une enquête a bien sûr été ouverte pour homicide et blessures involontaires. On va tout de suite à Marseille retrouver Stéphane Despinois. Bonsoir Stéphane. Une enquête qui va donc devoir déterminer ce qu'il s'est réellement passé en fin d'après-midi hier au stade Vélodrome. Oui, alors bien évidemment, 24 heures à peine après le drame, les enquêteurs n'ont pas encore une version définitive de ce drame. Il faut savoir que l'équipe technique a été auditionnée toute la journée encore et que les premières constatations ont eu lieu ici au stade Vélodrome, mais elles ont été gênées par la présence de Mistral. Les marins-pompiers craignaient un nouvel effondrement de la structure. Alors vous savez, les organisateurs de spectacles sont obligés de se conformer à des engagements en matière de sécurité avec des plans de prévention. Ils doivent détailler à chaque étape du montage d'une scène pour un concert, comment ils sécurisent leurs employés, s'il y a des grues ou bien si les techniciens sont perchés à 20 mètres du sol. Et bien ensuite, il y a une commission sécurité qui vient et elle devait venir dimanche matin pour valider la scène de Madonna. Alors vous le voyez, les enquêteurs vont donc devoir déterminer les responsabilités, voir s'il y a eu des problèmes de coordination, sachant qu'il y a eu pas moins de 5 entreprises qui intervenaient ici dans le montage de la scène pour le concert de dimanche. Donc l'enquête est encore délicate à mener. Merci Stéphane. À l'étranger, nous reviendrons sur l'attentat suicide dans 2 hôtels de Jakarta dans un instant, mais avant cela, l'Iran, avec plusieurs informations aujourd'hui. Tout d'abord, les opposants ont retrouvé la rue, manifestations et affrontements avec les forces de sécurité. Quelques instants plus tôt, l'ex-président Rafsanjani, personnalité importante du pays, a pris la parole et a réclamé la libération de centaines de personnes arrêtées depuis le scrutin du 12 juin dernier. Renaud Bernard et Bernie Mériot. Voici la preuve que le régime iranien n'a pas réussi à museler l'opposition. Ce matin à Téhéran, ils sont des centaines de milliers à manifester contre le pouvoir. Le plus grand rassemblement depuis le lendemain de l'élection. Ils sont là pour la prière du vendredi. Le prêche est prononcé par le réformateur Hachemi Rafsanjani, l'un des plus puissants religieux du pays. Il est intouchable et il conteste lui aussi l'élection d'Ahmadinejad. Nous vivons des moments amers. Des moments amers, et c'est l'annonce du résultat de l'élection qui a créé cette situation. Nous y avons tous perdu. Dans la rue, ce discours d'un dignitaire aussi important galvanise les étudiants. La milice réplique avec des gaz lacrymogènes. Les voltigeurs à moto interviennent
il y a des dizaines d'arrestations. Depuis l'élection, la répression n'a jamais cessé. Ces Iraniennes en exil s'en veulent les témoins. Elles nous montrent ce site internet mis en place par le pouvoir. À chaque photo correspond un suspect recherché. La population est invitée à les dénoncer. Aujourd'hui, les deux jeunes femmes sont sans nouvelles de plusieurs de leurs proches. Il y en a une personne que là, on sait où c'est. La personne, c'est une fille. Mais les deux garçons, on n'a plus de nouvelles. Et le gouvernement dit on n'a jamais, c'est pas nous qu'on les a arrêtés. Selon Amnesty International, 125 Iraniens seraient portés disparus depuis l'élection présidentielle. Le retour du terrorisme maintenant en Indonésie. Un double attentat suicide a tué au moins 9 personnes et fait une quarantaine de blessés ce vendredi dans la capitale, Jakarta. 2 hôtels de luxe essentiellement fréquentés par une clientèle étrangère, le Marriott et le Carlton Ritz, ont été frappés par ces actions kamikazes. L'une d'entre elles, vous allez le voir, a été filmée par les caméras de surveillance de l'un des hôtels. Gilles Rabin. D'après la police, cet homme avec une valise à roulettes serait l'un des kamikazes, celui du Ritz-Carlton. Image de la vidéosurveillance de l'hôtel qui a enregistré aussi l'explosion. Il était 8 h du matin à Jakarta. À l'intérieur, les dégâts sont impressionnants. Tout s'est écroulé dans le lobby de l'hôtel. Mais c'est dans la première explosion 5 minutes avant au Marriott qu'il y a eu le plus de victimes. La salle du petit déjeuner était bondée quand la première bombe a explosé. Ici, 7 personnes ont été tuées sur le coup. Les clients encore valides se sont rués à l'extérieur de l'hôtel, tandis que les premiers secours évacuaient les premiers blessés. Le bâtiment a bougé. Beaucoup. Il y a eu un bruit énorme. J'ai vu de la fumée blanche partout et je me suis enfui. Le président du plus grand pays musulman du monde, qui a été réélu la semaine dernière, s'est immédiatement rendu sur place. Il croyait en avoir fini avec les attentats. Ceux d'aujourd'hui sont attribués au groupe islamique Jamaat Islamiyah qui avait ensanglanté Bali, Java et Jakarta au début des années 2000. Dans une chambre de l'hôtel Marriott, la police a découvert une 3e bombe qui a pu être désamorcée. Le pape Benoît XVI se porte bien. Il a aujourd'hui subi une intervention sous anesthésie locale du poignet, et cela à la suite d'une fracture due à une chute dans sa résidence de vacances près d'Aoste en Italie. Il est sorti de l'hôpital avec un plâtre. Les médecins ont précisé que la chute du pape n'était pas due à un malaise. Benoît XVI est âgé de 82 ans. On revient en France avec cette question. 15 jours après son entrée en vigueur, la baisse de la TVA dans la restauration est-elle réellement répercutée sur les prix? Eh bien, apparemment, vous allez le voir, le constat est plutôt négatif. Le ministre de la Relance, Patrick Devedjian, s'en est d'ailleurs inquiété aujourd'hui. Alors qu'en pensent les restaurateurs? Reportage Sarah Bernuchon et Éric Delagneau. Nous sommes allés constater si la baisse de la TVA était synonyme d'addition moins salée. Ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas toute la carte qui soit diminuée, que ce soit que certains plats seulement. Donc pour l'instant, ça ne change rien à la note de restaurant. Petite vérification du côté de Palavas-les-Flots. Ici, pas question de baisser les prix. Ces restaurateurs n'ont rien changé à leur carte. Moi, j'ai préféré augmenter les salaires de mes employés qui sont là à l'année parce que, bon, jusque-là, c'était quand même difficile. Il est effectivement vrai qu'avec la TVA à 5,5, par exemple, actuellement, je viens d'avoir une augmentation de 25% d'employés. Donc, effectivement, on nous dit tous descendre les prix, mais tout augmente. D'autres, au contraire, ont décidé de jouer le jeu. Voilà. Donc, nos produits qui ont baissé, notamment à Paris, à date crustacée. C'est là tout le problème. Si 90% des grandes chaînes de restauration ont baissé leurs tarifs, selon les premières estimations, seul un tiers des indépendants ont affiché ce macaron. Pas toujours facile à digérer pour les clients. C'est de l'argent en moins pour l'État, c'est de l'argent à payer en plus pour les impôts, enfin voilà. Je suis pas sûr que ce soit vraiment, comment dirais-je, utile sur le plan national, quoi, voilà. Car c'est à l'État de payer l'addition, 2,6 milliards d'euros. Du coup, pour le gouvernement, la baisse des prix ne va pas assez vite. Selon les spécialistes, cela devrait pourtant s'améliorer. Je pense qu'au plus tard, à la rentrée, je pense que dans le courant de l'été, pendant que les Français vont être en vacances, tout ça va s'améliorer au fil du temps. Une baisse des prix qui n'a pourtant rien d'obligatoire, aux professionnels maintenant de se laisser convaincre. Social avec la colère encore et toujours des salariés de New Fabrice à Châtellerault. Ils menacent, vous le savez, de faire sauter leur usine. Ils ont aujourd'hui fait brûler une de leurs machines de travail d'une valeur de 15 000 euros. Ils réclament une enveloppe de 30 000 euros d'indemnité. Une somme qu'ont obtenue en revanche les 53 salariés de l'entreprise JLG de Tonneins près d'Agen. Eux aussi avaient menacé de faire sauter leur entreprise.
On appelle cela une boulette. Une personne chargée de saisir les résultats du bac français en Ile-de-France s'est trompée d'une ligne lors de sa saisie informatique. Résultat, les notes attribuées à 800 lycéens ne sont pas les bonnes. Une bonne nouvelle pour certains élèves, une mauvaise peut-être pour d'autres. Jean-François Firet et Christophe Vignal. Elles incarnent l'excellence. Laure et Yeram sont élèves au prestigieux lycée Henri IV de Paris. Mais la semaine dernière, douche froide à l'annonce des résultats du bac. Laure décroche un 16 à l'oral de français, mais un très maigre 5 à l'écrit. 12 pour Yeram, à peine acceptable selon elle. J'étais beaucoup surprise par mes notes. Quand j'ai vu, j'arrivais pas vraiment à y croire. Enfin, surtout au 5 à l'écrit, quoi. Pourquoi? Je pensais en fait avoir réussi. Vous avez pensé à une erreur? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On s'est juste dit c'est bizarre, enfin ça arrive. Même les meilleurs éléments peuvent flancher, mais le fait est qu'il y a bien eu erreur. Ce chef d'établissement a levé le lièvre, étonné par une série d'incongruités. J'ai en tête 2 excellents élèves qui iront loin, c'est certain, et qui ont eu des notes de 3 et 4, les 2. Et puis, tout à coup, il y a eu 2 familles qui m'ont dit « Mais monsieur, il y a un problème, la note de mon enfant c'est marqué absent ». Or, il était présent, 2 familles. Au total, 800 élèves franciliens se sont vus attribuer des notes qui ne sont pas les leurs, souvent à leur détriment, plus rarement en leur faveur. L'erreur en fait est humaine. 133,09. À la transcription des notes, des numéros de copie ont tout simplement été inversés. Un petit problème de dyslexie qui a fait passer un 170 pour un 710. Les élèves connaîtront leur véritable note lundi. Il y aura des gagnants et des perdants, mais pour ces derniers, aucun recours ne sera possible. Après le bac, c'est l'heure des inscriptions en faculté. Et les droits, les tarifs en quelque sorte, sont-ils les mêmes à Grenoble, Aix-en-Provence, Paris ou Strasbourg? Apparemment non. Et les syndicats parlent même de frais illégaux. Faisons le point et un petit tour de France des facultés avec Laurence Decherf et Frédéric Delarue. S'inscrire à la fac, c'est aussi passer à la caisse. Des frais d'inscription parfois illégaux selon l'UNEF. Le syndicat étudiant épingle 29 facultés et donne des chiffres. Grenoble 2 arrive en tête, jusqu'à 4 500 € de frais. Viennent ensuite Chambéry, Aix-Marseille 3, puis Cergy et Aix-Marseille 1. Soit ce sont des frais de dossier, 10, 20, 30 € de plus pour des frais administratifs qui ne sont pas précisés, soit ce sont des frais qui correspondent à des prestations complémentaires qui soit sont des prestations douteuses, folkloriques, qui parfois ne correspondent pas à grand chose, soit des prestations qui correspondent à des missions de service public. Dans ces 3 situations, ce sont des cas illégaux. Chiffres contestés par certaines universités. Pour leur président, il s'agit juste de frais facultatifs. Et des prestations accès aux technologiques particulières que l'université offre en plus aux étudiants, l'accès à une salle informatique, le prêt d'ordinateur, du tutorat informatique, etc. Les droits d'inscription fixés par l'État s'élèvent en toute légalité entre 171 € et 350 €. À ce jour, seuls les étudiants ont attaqué les universités en justice. Le syndicat UNEF souhaiterait que le ministère de l'Enseignement supérieur lui-même mette un terme à ces dépassements. Un mot de politique, sachez que Charles Pasqua comparaîtra devant la Cour de justice de la République. C'est la Cour de cassation qui a validé son renvoi aujourd'hui, et cela après 4 ans de procédure. L'ancien ministre de l'Intérieur encourt jusqu'à 10 ans de prison pour 3 dossiers différents remontant aux années 90. Magistrats et parlementaires devront donc statuer sur son sort. Il est 20h17, à suivre dans un instant. Un touriste emprisonné en Turquie pour avoir acheté un souvenir dans la rue. Il est accusé de trafic d'antiquités. Est-ce l'année des méduses? En Bretagne, en Méditerranée, on les retrouve un peu partout. Et si les raisons étaient le réchauffement climatique? Enfin, l'étape du jour du Tour de France, victoire allemande, maillot jaune toujours italien. Et la grande bagarre annoncée pour dimanche. Mais avant cela, cette histoire, un Mauricien qui vit dans le nord de la France est aujourd'hui en prison en Turquie. Cela fait plus de 2 mois qu'il est accusé de trafic d'antiquités. Lui se défend, il aurait tout simplement acheté un caillou en souvenir de son voyage pour une valeur de 20 €. Marianne Mas et Patrick Wurstom reviennent sur tout cela. Ce devaient être des vacances en famille, elles en viraient au cauchemar. Le jour du retour à l'aéroport, fouille des bagages, les douaniers y trouvent un caillou blanc acheté 20 € à un marchand de souvenirs. Il nous a expliqué, voilà, vous n'avez pas le droit d'emporter ce genre de souvenirs, donc nous, oui, c'est pas grave, tant pis, vous le gardez et puis c'est tout. Hein. Et non, ça marche pas comme ça. Il dit, votre mari va devoir rester ici, il risque 5 à 10 ans de prison. Mon mari a dit, va, il dit, de toute façon, on va bien se rendre compte que j'ai rien fait, qu'on est totalement innocent. Et puis, moi, je pensais que dans la journée, c'était une affaire qui aurait été réglée, quoi. C'était le 5 mai dernier. Depuis, Domanique Mourgan est en prison accusé de contrebande d'objets historiques, un sujet très sensible en Turquie. Comme la Turquie a été un pays
plus ou moins pillé de ces richesses antiques pendant plusieurs années. Donc nous avons une législation assez claire. Ce qui est clair, c'est que toute pièce d'antiquité est protégée. Ce qui l'est beaucoup moins et que les touristes ignorent, c'est qu'une loi protège aussi tout le patrimoine naturel de la Turquie. Cela veut dire que légalement, aucun objet souvenir ne peut en sortir. Chaque année, des dizaines de touristes se font piéger. Marc Landaise a fait de la prison pour un petit fossile d'oursin de ce type, acheté 2 €. Tout est protégé. Les bijoux, c'est protégé. Les pierres qui vont sur les bijoux, parce que ce sont des minéraux. Les céramiques, parce que une poterie, c'est fait avec de la terre. Et la terre, c'est interdit. Et donc, en achetant un caillou ou une poterie, ben, peut-être qu'ils ont le sentiment qu'on leur vole leur territoire. Autour de Domanic Murugan, la mobilisation s'organise et il est temps. Aux dernières nouvelles, il va très mal. La justice turque semble jouer la montre. Ils veulent refaire expertiser le caillou alors que ça a déjà été expertisé, qui ont déjà dit que c'était un caillou qui appartient à l'Antiquité. Et maintenant, ils veulent faire une recherche au niveau d'Interpol pour voir si son mari, c'est pas un grand trafiquant recherché. Dans le civil, il est garagiste. Son procès en Turquie a été fixé au 27 août prochain. La carte postale des vacances ce soir avec une année à Méduse, enfin une année de plus à Méduse, car c'est devenu une habitude. Elle pullule chaque été désormais près de nos côtes. Alors comment expliquer tout cela? Certains avancent le réchauffement climatique, mais ce n'est qu'une des explications du phénomène. Sophie Mézel, Vincent Fischmann et Olivier Robert. 9e année consécutive. C'est donc que quelque chose ne tourne plus rond. Car l'on sait, pour les avoir observés pendant 2 siècles, que les méduses suivent des cycles. 7 années avec, 5 années sans. 9e année donc. Pour certains, comme ce scientifique qui observe les méduses en aquarium, c'est le signe que la chaîne alimentaire a été perturbée. La surpêche est une des hypothèses de la prolifération des méduses, puisqu'elle va exploiter des poissons qui sont prédateurs de méduses, et également exploiter des poissons qui vont manger les mêmes choses que les méduses, c'est-à-dire du plancton. Sans prédateurs et sans concurrence, les méduses vont pouvoir se développer. D'autant qu'un autre de ces prédateurs est en train aussi de disparaître. Les tortues adorent les méduses. Quand elles voient un sac plastique, ça ressemble à une méduse. Et dans la Méditerranée, c'est la mer qui a le plus de sacs plastiques au kilomètre carré. Donc elles ont bouffé les sacs plastiques, elles s'étouffent et elles meurent. Or, les tortues peuvent manger jusqu'à 100 kg de méduses par jour. Sans tortues, les méduses sont à la fête. D'autant qu'elles s'adaptent à tout, à la pollution, mais aussi au réchauffement des océans. Et tout ce qui semble fragiliser les autres espèces renforce la prolifération de cet animal qui se reproduit presque à l'infini par une sorte de clonage. Certains craignent un scénario catastrophe, une mer gélatineuse. En attendant mieux, les plages se prémunissent avec les moyens du bord mais dérisoires, des filets anti-méduses. Vacances toujours avec un nouveau week-end chargé sur les routes et une nouvelle vague de départ prévue. La soirée est classée orange au niveau national et rouge demain. Du monde également dans les gares avec quelques retards en fin de journée en direction du sud-est depuis la gare de Lyon à Paris en raison d'un incident sur la voie. Alors voyons justement maintenant quelles sont les destinations préférées des vacanciers. Près d'1 Français sur 2 envisage de partir, mais pour des questions de budget cette année, les séjours seront plus courts. Objectif des économies bien sûr, et c'est la France qui est plébiscitée avec en tête les plages de la Méditerranée. Reportage Juliette Guérin et Thomas Donzel. Atlantique ou Méditerranée. D'année en année, le succès de la Grande Bleue ne se dément pas. Pour une majorité de Français, les vacances, c'est la plage, sinon rien. La mer, le soleil, tout. Les gens, ils sont chaleureux et tout ça, ça me plaît beaucoup. Profite du beau temps, voilà, l'eau est bonne et puis voilà, c'est sympa quoi. Cette année, ils sont nombreux à opter pour le bord de mer. Au moins un tiers en Méditerranée, 22% côté Atlantique. Mais la campagne devrait attirer au moins 15% des vacanciers, la montagne, 8%. Car le calme et la verdure séduisent de plus en plus de Français. Attraper des cartes comme hier. Pour cette famille, ni mer ni plage, la campagne en roulotte. Il y a moins de monde, c'est plus calme. Ça fait un petit peu penser quand on était enfant, les contes qu'on nous racontait, etc. Et les enfants ont tout de suite adhéré à cette idée de venir en vacances avec grand-père et mamie dans la roulotte. Un coin tranquille. Le pain. Et hop là. Idéal pour pêcher ou découvrir les animaux de la ferme. Celui-là, il aime bien s'accrocher à mon épaule, comme un petit perroquet. Partir moins loin, moins cher. Les Français se concentrent sur l'essentiel, les retrouvailles en famille. Petit à petit, on s'oriente vers une autre forme de consommation, avec moins de destinations superficielles, avec plus d'authenticité,
avec aussi plus d'activités gratuites et ça permet aussi de passer de bonnes vacances en famille pour un moindre coût. Seulement 15% des Français devraient donc partir à l'étranger, surtout en Europe, notamment en Espagne. Le Maghreb et les États-Unis restent aussi des destinations phares. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne sont toujours pas décidés. Ils attendent toujours la bonne affaire. Les doigts de pied en éventail, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le 40e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune et tout d'abord ces images inédites que la NASA avait un temps égaré, images originales qui ont été restaurées par une entreprise hollywoodienne. Les scènes du 20 juillet 1969, celles des premiers pas de Neil Armstrong, y apparaissent un peu plus claires et un peu plus précises. Alors ces premiers pas de l'homme sur la Lune ont été une vraie conquête, une formidable aventure, mais finalement, 40 ans après, que reste-t-il de tout cela dans notre quotidien? La recherche scientifique a-t-elle avancé? Une chose est sûre, le voyage lunaire a en tout cas tout d'abord eu un coût économique astronomique. Nicolas Lemarinier et Frédéric Faure. L'homme sur la Lune, le projet le plus ambitieux que l'humanité ait jamais imaginé. Mais à quel prix? Le programme Apollo, c'est un investissement de 25 milliards de dollars de l'époque, soit environ 110 milliards d'euros au cours actuel. C'est un coût totalement démesuré. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe du budget de la NASA, elle part pratiquement de zéro au début des années 60 pour monter à des niveaux jamais atteints aujourd'hui. Une somme gigantesque directement injectée dans l'industrie et la recherche américaine pour mettre au point la technologie nécessaire au vol lunaire. Premier bénéfice concret du programme Apollo. 20 000 entreprises, plus de 250 000 employés aux États-Unis, mais aussi la mobilisation de la science, de la technique, de l'informatique, des communications à une révolution globale. Depuis 40 ans, certaines inventions mises au point pour Apollo ont transformé notre vie quotidienne. Les couvertures de survie des pompiers sont dérivées des matériaux révolutionnaires créés pour la mission lunaire. Mais ce n'est pas tout. On peut citer la poêle Tefal, enfin le téflon, qui est un matériau qui n'attache pas et avec lequel on peut faire des omelettes qui n'attachent pas. Bon, ça c'est des retombées un peu anecdotiques, mais finalement il y a eu des retombées technologiques importantes. Puisqu'on parle de cuisine, en matière d'alimentation, les petits cubes de nourriture ne sont pas arrivés jusque dans notre assiette, mais Apollo a eu un réel impact sur l'industrie agroalimentaire. La façon dont les aliments étaient faits, c'était des normes très strictes. Et en fait, les normes qu'on utilise maintenant dans l'agriculture et dans l'alimentation mondiale sont héritées en fait de ces normes, parce que c'est quasiment eux qui avaient les normes les plus strictes au monde. Il fallait quelque chose qui soit vraiment le plus propre possible, sans contamination. On peut citer aussi les techniques d'imagerie médicale, les combinaisons climatisées des pilotes de course, dérivées des scaphandres, les lampes au xénon. Depuis 40 ans, selon certaines estimations, les retombées commerciales d'Apollo, c'est 5 fois le coût du programme lunaire. Un petit pas pour un homme, un grand pas pour l'économie mondiale. Le sport avec la 13e étape du Tour de France, une étape arrosée par la pluie entre Vittel et Colmar. On a longtemps cru en Sylvain Chavanel, le Français qui s'était échappé, mais il n'a pas pu résister et a fini par craquer. C'est un Allemand, Heinrich Hausler, qui était le plus fort aujourd'hui. Aaron Tanzit et Mathieu Nivenglowski. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Tous aux abris, une pluie glaciale tombe sur les routes du Tour. Après 2 semaines de chaleur intense, cet après-midi au sommet des cols vosgiens, il ne fait pas plus de 10 degrés. Le public déguste. Tout le temps on avait du beau temps et maintenant la deuxième étape vient du Luxembourg jusqu'ici, ça mouille, c'est pas croyable. Il y a un grelotte. Dans cette étape de moyenne montagne, les favoris se neutralisent. Encore une journée sans attaque. Sûr de sa force, Armstrong est aux avant-postes, Contador juste derrière lui. Armstrong. Et Jean-Bernard et Evelyne n'en ratent pas une miette, bien au chaud dans leur camping-car. J'espère que ça va. Il souffle le vélo, moi je suis au chaud là. Il manque le chauffage, mais j'ai qu'un bouton appuyé puis le chauffage il marche. En haut du col de Platzer-Wassel, l'Allemand Hausler et le Français Chavanel sont en tête, échappés depuis le 3e kilomètre. Mais dans la descente, l'Allemand fausse compagnie aux Français. À Colmar, Hausler, 25 ans, s'offre sa première victoire d'étape sur la grande boucle. L'Italien Nocentini, lui, voit toujours la vie en jaune. Pas d'attaque des grands coureurs et bon pour nous, pour l'équipe, ça va comme ça. L'Italien est un maillot jaune en sursis. Nocentini le sait.
Le cessez-le-feu entre Armstrong et Contador ne peut pas durer éternellement. Musique et direction Carhaix dans le Finistère avec un concert exceptionnel hier soir. Bruce Springsteen a enflammé la scène du Festival des Vieilles Charrues. 2h30 de concert pour celui que l'Amérique appelle le boss, Antoine Gaveau et Frédéric Beaune sur place. Bonsoir Carhaix et en breton s'il vous plaît. Quand on s'appelle Bruce Springsteen, on sait se mettre un public dans la poche. La star, en tournée mondiale, donnait hier son seul et unique concert en France. Dans la petite ville de Carhaix et devant 43 000 fans. Monstrueux. Grandiose. Monstrueux. Je sais pas ce qu'il avait ce soir, mais il a tout déchiré là. Non, non, vraiment. Je l'ai jamais vu comme ça. Non, même pas fatiguée, heureuse, contente, ravie. Enfin, c'est un vrai bonheur. Vieux succès ou nouvelle chanson, à 59 ans, le boss a enflammé la scène pendant 2h30. Un coup de poker réussi, le festival a déboursé 1 million d'euros pour faire venir le chanteur. Mais en 3 semaines, le concert était complet, du jamais vu. Springsteen ouvre la voie aux autres artistes des Vieilles Charrues. D'ici dimanche, Benabar, Lenny Kravitz ou Cabrel se succéderont sur cette scène. Qu'il se rassure, le public est chauffé à blanc. Voilà, avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations du jour. C'est l'alerte orange ce soir aux orages en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, après les fortes précipitations d'hier soir sur plusieurs départements. Alerte aux incendies également ce soir dans le Var, où le risque est élevé en raison du vent qui se lève et de la végétation très sèche en cette période. Prudence donc. Voilà, merci à vous d'avoir suivi le journal. Bon week-end et prudence toujours sur la route des vacances. Tout de suite, Patrick Sébastien vous propose de revenir sur les meilleurs moments des années bonheur avec ses invités. Juste avant cela, la météo, Isabelle Martinet. Demain, l'information, c'est dès 7h dans Télématin. Excellente soirée à vous et on se retrouve demain à 13h pour l'information. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.